Pascal Perrino, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Je voudrais commencer cette interview par le premier tour des municipales. Quel signal peut donner le premier tour des municipales et quel est l'enjeu de ces municipales? Alors vous savez, les élections municipales en France, c'est en fait 35 000 élections, puisqu'il y a 35 000 communes. Et donc des plus petites communes, 100 habitants, jusqu'à Paris, Lyon, Marseille, il y a à chaque fois des campagnes particulières, et ce sont avant tout des élections locales. Donc il sera assez difficile de tirer un message national de ces multiples élections locales, où à chaque fois les candidatures sont spécifiques. Il y a beaucoup de communes dans lesquelles il n'y a qu'une seule liste, en particulier pour les petites communes. Et donc, on a une France locale qui très souvent est assez loin des fracas de la scène nationale. Dans la France locale, il faut savoir que les grandes puissances qui contrôlent les mairies, c'est plutôt la droite modérée avec les Républicains et la gauche modérée avec le Parti socialiste. Beaucoup de villes sont dirigées encore par ces partis qui pourtant, au plan national, sont rentrés en crise, et en crise extrêmement profonde, puisque sur la scène nationale, on a l'impression que la vie politique française, c'est purement le Rassemblement national dans l'espace des droites et la France insoumise, qui fait également beaucoup de bruit dans l'espace des gauches. Donc on a une extrémisation de la vie politique française au plan national, mais qu'on ne retrouve pas au plan local. Et donc il faudra suivre très attentivement dans ce premier tour quelle est la capacité du Rassemblement national qui tente de s'implanter au plan local et de LFI, la France insoumise, qui tente également de s'implanter au plan local. Est-ce qu'ils vont réussir ou non à s'implanter? Parce que les Français, pour diriger leur ville ou leur petite commune, très souvent, ils ne font pas confiance aux partis extrémistes. Ils préfèrent des partis de gestion, des partis relativement modérés, et ils se méfient du fracas qui est autour de ces listes du Rassemblement national ou de la France insoumise. Cependant, on sait que la France est de très mauvaise humeur, que les Français sont de très mauvaise humeur, et que donc les partis protestataires, que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national, peuvent, ici et là, et particulièrement dans des grandes villes, peuvent faire d'assez bons scores. Donc il y a certaines villes où le Rassemblement national peut créer la surprise. Par exemple Marseille. Si jamais le Rassemblement national arrive à prendre la ville de Marseille, on ne parlera que de cela. Le premier grand port français sur la Méditerranée tombant aux mains du Rassemblement national, qui pour l'instant est dirigé par un maire socialiste, on en parlera. Mais une ville comme Nice également est peut-être prise par le Front national, une ville comme Toulon. Donc on voit que le Rassemblement national peut envoyer, un an avant l'élection présidentielle, un message en disant, vous voyez, on arrive même à s'implanter au plan local, donc donnez-nous les clés du pouvoir national. Pour la France insoumise, ce sera un peu plus difficile de s'implanter parce que la France insoumise, dans la période récente, a eu une attitude extrêmement incompréhensible, les propos parfois qui flirtent avec l'antisémitisme de son leader, Jean-Luc Mélenchon, quelque peu déboussolé les électeurs. Et donc, les gens se disent, mais c'est un parti et un leader plein de fracas et de fureur. Et donc, on ne va pas confier à ce parti les clés de la municipalité. Comment se présente le Parti socialiste aujourd'hui et les autres groupes, c'est-à-dire les écologistes, et puis on va passer à Paris surtout parce qu'il Bien y a sûr. 4 candidats. Ouais. Donc, comment Alors, le Parti socialiste, si vous voulez, ça reste un parti important dans certaines villes françaises, des villes comme Rennes, comme Nantes, comme Lille, sont dirigées aujourd'hui par le Parti socialiste ou bien son allié écologiste. Lyon, pour l'instant, a un maire écologiste, Grenoble également. Et là, on s'aperçoit que le Parti socialiste devrait faire de la résistance, devrait garder beaucoup des villes qu'il contrôle aujourd'hui, parce qu'en général, le bilan est perçu comme étant plutôt positif par les électeurs. En revanche, les écologistes vont avoir un problème, parce que nous sommes dans un contexte de crise économique, de montée des périls, de montée de la guerre qui est aux portes de l'Europe avec ce qui se passe en justement, Ukraine, bien sûr. Et là, les écologistes ne sont plus dans l'air du temps.
Les Français sont beaucoup moins préoccupés par les enjeux écologiques aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, par exemple, il y a 6 ans, lors des dernières élections municipales de 2020. Donc on peut avoir des maires écologistes qui, dans des villes comme Bordeaux, Tours, Lyon, eh bien, perdent leur mandat, perdent la capacité à être les prochains maires et se fassent déposséder à Lyon, qui est tout de même une ville extrêmement importante. Le maire écologiste associé à la gauche a de grandes chances de perdre. Ça n'est pas encore fait, mais il a de grandes chances de perdre. Et ça serait donc la droite qui prendrait cette municipalité de Lyon, qui est une municipalité importante. Justement, parlant de ça, Rotaillot a dit hier que si les Républicains auraient Lyon et d'autres villes, ils pourraient vraiment faire un très bon score. Oui, c'est-à-dire, LR, les Républicains sont assez exposés parce que c'est le principal parti en termes de municipalité. Les Républicains, qui sont en crise au plan national, au plan local, c'est encore une force dans les départements, les régions, les communes. Et à très Paris, souvent, ils sont très forts. à Paris, ils tentent de revenir au pouvoir. C'était la ville dirigée par Chirac, aujourd'hui dirigée par la gauche et la gauche socialiste. Et Rachida Dati, qui est quelqu'un de très connu dans la droite républicaine française, tente de reprendre à la gauche la mairie de Paris. Donc là, il y a un véritable défi, un véritable enjeu important. Et c'est vrai que si la droite revenait au pouvoir à Paris, revenait au pouvoir à Lyon, on en parlera beaucoup. Et cela voudrait dire qu'il faut compter encore avec la droite républicaine pour les échéances à venir. Et pour M. Bruno Retailleau, qui est le patron des Républicains, ça serait en effet une excellente nouvelle. Mais à Paris, tout n'est pas plié, comme on dit, parce que les socialistes font de la résilience. Pour l'instant, dans les sondages, ils restent en tête des intentions de vote, mais la décision se fera au second tour. Et 8 jours plus tard, après le premier tour, il y aura un second tour. Et là, il y a énormément de listes. Vous savez, la législation française, c'est partout où les listes dépassent 10% des suffrages exprimés, ces listes peuvent se maintenir. Donc on peut avoir des seconds tours qui ne seront pas des duels, des seconds tours dans lesquels il y aura 3, 4 listes. Et là, à ce moment-là, le résultat devient incertain, parce que la victoire peut être arrachée à 0,5% près, et Rachida Dati aura certainement un second tour très serré, avec le candidat socialiste qui s'appelle M. Emmanuel Grégoire, mais elle peut avoir aussi à ses côtés une autre liste concurrente de droite, et M. Grégoire peut avoir à ses côtés une liste LFI concurrente. Donc les résultats peuvent être des résultats incertains. Et qu'en est-il pour Sarah Knafo, aussi candidate à la mairie de Paris? Alors, Sarah Knafo, c'est un peu une surprise, parce que le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, auquel appartient Sarah Knafo, est un parti qui connaît des difficultés, qui n'est plus du tout dans une dynamique électorale comme il l'était, mais Sarah Knafo a réussi à créer la surprise. C'est une femme de communication qui ne manque pas d'un certain talent de communicante, et elle n'a cessé dans tous les sondages d'opinion de partir de 5-6% pour arriver aujourd'hui apparemment à 12%. Donc elle peut perturber le jeu, et toute la question sera de savoir si elle empêche ou elle tente d'empêcher la victoire de Madame Dati à la tête des Républicains, ou si elle appelle à une fusion, puisque les listes dans l'entre-deux tours peuvent fusionner, mais ça serait un risque pour Madame Dati, parce qu'elle pourrait gagner à sa droite, mais perdre beaucoup d'électeurs au centre droit. Donc c'est de la tactique politique, oui. Et l'entre-deux tours ne sera pas, dans de multiples villes françaises, un entre-deux tours simple, parce qu'au fond, les grandes listes, socialistes à gauche, républicaines à droite, sont menacées chacune sur leur extrême. Les Républicains sont menacés par le Rassemblement national ou d'autres listes de la droite extrême, et les listes socialistes sont menacées par la France insoumise. Vous avez parlé de fusion au deuxième tour. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être une fusion entre les socialistes et LFI ?
Est-ce Alors, que c'est d'actualité, c'est possible? pour l'instant, les socialistes laissent entendre que, voilà, Ils ne sont pas... la France insoumise est allée trop loin, Jean-Luc Mélenchon est allé trop loin. Mais, si vous voulez, l'arithmétique électorale a ses lois. Et donc, je crois, et je crains peut-être, que si les socialistes ont besoin des voix de LFI, eh bien, ils aillent ici et là jusqu'à la fusion de listes avec LFI, et que les grands principes affichés 8 jours plus tôt disparaissent dans le cadre de l'entre-deux tours. C'est de la politique, parfois pas au meilleur sens du terme, mais c'est de la politique et c'est de l'arithmétique électorale. Donc, ce qu'on doit retenir du premier tour, de l'enjeu du premier tour, c'est que ça pourrait aussi donner un signal, pas seulement pour le deuxième tour, mais aussi pour les Oui. présidentielles. Alors, il faut être prudent parce que ce sont des élections locales. Une présidentielle, c'est une véritable élection nationale. Donc, il Oui, faudra mais ça se... donne une tendance Mais ça peut peut-être... donner un climat. Oui. C'est-à-dire que si le Rassemblement national l'emporte, même si ça n'est que dans une poignée de villes importantes, on se dira, ah, là, il y a un signal. Le Rassemblement national se porte vraiment très bien. C'est devenu aujourd'hui le premier parti français, le premier électorat français. Et là, les gens pourront se dire, bon, il y a un signal. Il y a un signal. Pour la gauche et la fracture au sein de la gauche, parce que la gauche française est une gauche d'abord faible aujourd'hui, hein, le pays s'est droitisé, la France s'est droitisée, donc la gauche est faible, et non seulement elle est faible, mais elle est divisée. Mais les Et, républicains également sont oui, divisés. les républicains sont divisés, mais si vous voulez, dans l'espace des droites, il y a un énorme parti maintenant qui est le Rassemblement national. Hein. Il faut savoir que le Rassemblement national, dans toutes les intentions de vote pour la présidentielle, il est aux alentours de 35-37% des suffrages et des intentions de vote, c'est-à-dire des niveaux que le Parti gaulliste faisait dans les années 60 ou le Parti socialiste dans les années 80. C'est devenu le parti dominant de la Comment vie vous politique expliquez française. ça? Est-ce que c'est dû à la colère des Oui, électeurs, de l'inflation, de l'immigration? C'est oui. un tas de choses. Oui, Expliquez-nous. il y a de la protestation, mais pas seulement. Bien sûr, il y a de la protestation économique et sociale. Les Français sont très préoccupés par les questions de pouvoir d'achat. Et dans le contexte de guerre, par exemple, aujourd'hui, ils constatent que quand ils vont faire le plein pour leur voiture, eh bien voilà, ça a augmenté de manière vertigineuse. Donc il y a une préoccupation sur la question du pouvoir d'achat. Il y a une préoccupation sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Et si vous voulez, quand on est dans une situation d'insécurité économique, on supporte très mal l'insécurité publique dans la rue, etc. Et là, on le voit. Pour les élections municipales, très souvent, l'enjeu de la sécurité et de la sécurité publique dans les rues est un enjeu extrêmement important. L'enjeu de l'immigration, ça touche un peu à autre chose. Ça touche à la question, mais qu'est-ce que c'est que la communauté française aujourd'hui? Il y a une interrogation en France. La France est un pays plus, comment dire, moins à l'aise avec la globalisation que beaucoup d'autres pays. Nous avons découvert la globalisation économique, la globalisation financière, mais nous découvrons aussi la globalisation, j'allais dire, au jour le jour. Nos sociétés deviennent des sociétés de plus en plus cosmopolites, sous le coup, l'influence des flux migratoires, qui sont des flux migratoires. La France est un vieux pays d'immigration. Hein. Et là, beaucoup de Français s'interrogent sur, mais voilà, la société française s'est énormément diversifiée, parfois elle s'est communautarisée, et ça, beaucoup de Français le supportent mal. Parce que la conception de la société française, c'est une société républicaine, unie autour du modèle laïque. Et donc la communautarisation, elle est mal supportée en France. Il y a d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, hein, qui supportent beaucoup mieux, par exemple, le fait communautaire. Le fait communautaire, en France, c'est mal perçu. Et on le voit bien, en particulier, avec la question de l'islam. Beaucoup de Français se disent très bien, il y a une diversité religieuse, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, très bien. Mais nous ne voulons pas que la religion se manifeste dans l'espace public. Et dès qu'il y a des manifestations de l'espace public, des manifestations de la religion dans l'espace public, il y a une crispation. Il y a une crispation des Français, qu'ils soient de gauche comme de droite. Hein. Mais vous Et ne pensez pas que cela aussi, pour être très franc, est dû à la façon dont aussi l'État, ici, il y a quelques années, a abordé le problème de la abaya, oui, c'est-à-dire il y a eu aussi un tas d'erreurs pour expliquer au oui. début
Bien sûr, On n'a pas fait vraiment face à ce problème d'une façon oui, équilibrée. mais vous savez, c'était difficile. Pourquoi? Parce que la France et l'État français vis-à-vis du phénomène religieux, ça a toujours été compliqué. Oui, Mais ça a été compliqué avec les catholiques. oui, Il faut bien voir que ça a été oui, compliqué avec les catholiques. oui, Donc, que ça soit compliqué avec les oui, musulmans n'est oui, pas oui. tellement étonnant, vous Oui, voyez. non, Hein? mais ça marchait très bien avant. Vous voyez, il y avait quand même, enfin, je Oui, parle de la période Chirac, oui, Mitterrand, tout oui, ça, il y avait quand même une certaine compréhension. Il y avait des incidents, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un oui. habillé. Mais ce qui a compliqué beaucoup l'affaire, c'est l'apparition de l'islamisme Oui, politique. oui, oui, Bon, avec bien sûr sûr, l'arrivée de l'ayatollah le Khomeini Khomeini. en 79 en Iran, l'apparition dans le monde Mm. d'un islamisme politique, de la question du terrorisme, tout cela a changé, La donne. a fait évoluer la donne et la perception même de l'islam, qu'il faut bien sûr distinguer de l'islamisme, mais la perception de l'islam. Donc il y a Oui, eu oui, qui là, a fait une sorte d'amalgame. bien sûr, une sorte d'amalgame dont s'est nourri en particulier le Rassemblement national, qui lui en a fait un de ses axes de propagande électorale. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la France n'est pas très à l'aise Elle va avec le mal. monde. Oui, oui, elle n'est pas très à l'aise avec le monde tel qu'il va. Elle a une certaine nostalgie de cette France des années 50 et 60, qui avait une dynamique économique, qui comptait dans le monde. Il n'y avait pas encore la francophonie, c'était une réalité. On vivait bien avec les différentes religions, les différentes communautés sur le sol national. Et donc il y a une certaine nostalgie de cela, dont se nourrit en particulier, bien sûr, le Rassemblement national qui explique toujours comme ah, c'était merveilleux avant. C'était pas si merveilleux avant. On avait plus de maladies, on mourait plus jeune, il y avait moins de confort dans les foyers. Mais enfin, c'est pas grave. Si vous voulez, quand on fait de la politique, hein, on fait de la politique aussi avec des rêves et parfois des cauchemars. Oui, ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Pour revenir un peu à la distribution des partis, des sondages et des électeurs, que représente aujourd'hui Renaissance? Alors, Renaissance, ça a été une grande nouveauté, bien sûr, en 2017 avec le phénomène Macron, de grands espoirs, parce que les Français se disaient, bon, au fond, la gauche ne nous a pas satisfait, la droite non plus, essayons cet ailleurs macronien, le fameux et de droite et de gauche, hein, qui était la formule d'Emmanuel Macron. Alors, le premier mandat de 5 ans de Macron, de 2017 à 2022, ça se passe bien. Les Français se disent, ben voilà, il y a un véritable renouveau, etc. En revanche, le deuxième mandat s'est passé beaucoup moins bien. Il faut reconnaître aussi que Emmanuel Macron a été réélu dans un contexte compliqué qui était le début de la guerre en Ukraine. Et donc les Français ont voté pour Macron sans tout à fait s'en rendre compte. Ils ont voté pour le président de la République parce qu'ils étaient très inquiets de cette guerre en Ukraine. Et ils se disaient, au moins lui, il est là, il peut assurer. Hein. Et d'ailleurs, le président montre que sur le conflit ukrainien et sur la défense d'une position européenne d'aide à l'Ukraine, il joue un rôle et il joue un rôle important. Mais sur le plan interne, véritablement la déception vis-à-vis du président de la République, l'usure du pouvoir aussi, est venue au premier plan. Et au fond, la Macronie est rentrée dans une période de désillusion. Donc dans les élections Oui. municipales, il y a Ils sont très peu présents d'ailleurs. Au fond, un des échecs d'Emmanuel Macron, qu'il n'a pas de parti. il n'a pas de parti, il n'a pas réussi à créer autour de lui un réseau d'élus locaux. Quel est le maire important d'une commune de France qui est macronien? Vous n'en trouvez pas. Oh, si on fouille, on peut en trouver un ou deux, mais ils ne sont pas présents. Oui. Et très souvent, ils seront présents, mais indirectement. Ils seront sur des listes qui sont dirigées plutôt par la droite ou plutôt par le centre. Mais en tant que tel, c'est un grand échec pour Emmanuel Macron. Il n'a pas créé ce qui devrait lui permettre d'ailleurs, puisqu'il arrive à la fin de son deuxième et dernier mandat, qui devrait permettre à son courant de perdurer dans l'avenir. Et il aura un gros problème. Après Macron, que deviendra le macronisme? Je ne suis pas sûr que ça existe encore. Donc si on revient à la carte géographique, LR, on a parlé des socialistes, des écologistes qui vont perdre beaucoup. Oui. LFI pourrait, avec les socialistes, peut-être au deuxième Oui. tour. Et
à quoi s'attend-on aussi du premier tour qui serait important, qui aurait beaucoup d'impact sur le deuxième tour? Il y a la question de la participation. Vous Oui, savez, l'abstention, voilà. voilà. Est-ce que vous n'avez pas des craintes qu'il n'y ait pas assez de participation? Alors, les dernières élections avaient été terribles. Un Français sur deux en 2020 s'était abstenu. Mais attention, on était en pleine crise du Covid. Oui. Donc les Français ne voulaient pas aller dans les bureaux de vote parce qu'ils avaient peur, en effet, de l'épidémie du Covid. Donc là, on ne pourra que remonter en termes de participation. Ça m'étonnerait que les Français restent chez eux. Pourquoi? Parce que vous savez, les Français, ils sont attachés à la grande patrie, la France, et à sa place en Europe, mais ils sont attachés aussi à leur petite patrie. Tout Français a une fibre locale. Hein, c'est ce qu'on appelle l'esprit de clocher chez nous. Hein. Son village, le clocher, la place de la mairie, le monument aux morts, etc. C'est une symbolique qui, pour les Français, est importante. Donc je crois qu'ils iront participer aux élections municipales davantage qu'ils ne l'ont fait, et ça sera un indicateur du retour d'intérêt pour la politique un an avant l'élection présidentielle. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'une élection présidentielle, qui reste l'élection essentielle dans la Ve République française, une élection présidentielle qui soit boudée par les urnes. Parce que le président ou la présidente à venir n'aurait pas suffisamment de poids, de légitimité. Ce qui fait le poids d'un président ou d'une présidente française, c'est le taux de participation, le nombre d'électeurs qui se déplacent pour l'enjeu présidentiel. Et la crise de la politique est telle qu'on peut craindre deux manières de protester en France. La manière, j'allais dire, Rassemblement national et les filles, aller vers les grandes gueules de la vie politique française, mais aussi on se retire, on s'en va, on reste chez soi. Hein. Et ça, voilà, il faut regarder très attentivement dans les mois qui viennent, est-ce que les Français reviennent aux urnes ou est-ce qu'ils continuent à les bouder? Et quelles sont leurs priorités? Alors, leur priorité, ça reste avant tout des questions socio-économiques. Quand vous interrogez les Français, là aujourd'hui, un sondage qui est sorti il y a quelques jours, eh bien c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat reste essentiel, pas simplement pour les couches populaires, ouvriers, employés, mais aussi pour les couches moyennes, parce que les couches moyennes sont touchées par la hausse des prix et les tensions sur le prix de l'énergie. Hein, ça avait commencé avec le gaz russe, là ça continue avec le pétrole, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, etc. Donc il y a des inquiétudes et il y a des difficultés françaises. Après, il y a la question de la sécurité. Hein, et de l'insécurité, si vous voulez, la France est un pays qui a connu, c'est vrai, quand on regarde ça sur les 30 dernières années, une montée non pas de la grande insécurité, mais de la petite et de la moyenne, celle qui rend la vie quotidienne insupportable. Vous vous faites voler votre moto, vous faites voler votre voiture, votre appartement est visité, une vieille dame va dans la rue à la banque, eh bien voilà, elle peut être agressée pour qu'on lui pique son portefeuille, etc. Ça, c'est une insécurité qui est délétère. Parce que les Français disent ça n'est pas possible, quoi, hein. L'État doit agir, la police doit agir et la justice doit punir. Et donc cet enjeu de l'insécurité est devenu un enjeu aujourd'hui extrêmement important dans les villes comme dans les campagnes. Hein, dans les villes comme dans les campagnes. Ça, c'est... Et puis le troisième élément, c'est une préoccupation pour l'avenir du modèle social français. La France est un pays qui avait et qui a encore un modèle social que beaucoup lui envient. La sécurité sociale, l'hôpital public, l'école publique gratuite, etc. Mais qui fonctionne pas exactement comme avant. Hein, donc, les gens commencent à se plaindre des performances de l'école publique, commencent à se plaindre de l'accueil dans l'hôpital public. Et donc, les Français sont très inquiets, et on l'a vu sur la crise du départ de l'âge à la retraite. Hein, voilà, la France, 62 ans, alors qu'il y a des tas de pays, on part à 65 ans, 66 ans. Et les Français restent très attachés à ce qu'ils considèrent comme étant des acquis sociaux, mais des acquis sociaux qu'il est très difficile, dans le monde tel qu'il est, de préserver. Et là, on sent dans les enquêtes qu'il y a une population qui a du mal à se dire qu'il faut que notre modèle social évolue.
Et donc pour vous, le plus important maintenant, c'est les grandes villes. Mhm. L'enjeu va se Mhm. faire Paris, Mhm. Bordeaux, Mhm. Nice, Marseille surtout. Oui, oui. Ça, c'est le plus important pour Bah, vous. c'est-à-dire que les grandes villes, c'est ce qu'il y a de plus visible. Si vous voulez, l'essentiel des petites communes de moins de 1000 habitants ou de même de 1000 à 50 000 habitants, c'est très important localement, mais on ne pourra pas en tirer de vraies leçons nationales. En revanche, dès qu'on rentre dans les grandes villes, 100 000 habitants et plus, là, d'abord, les partis nationaux sont plus présents. La question est plus politisée. Il y a de nombreuses listes qui représentent toutes les tendances. Et donc, on peut utiliser ça un peu comme un baromètre des rapports de force politiques. Donc, ce qui se passera à Paris-Lyon-Marseille, comme on dit, hein, PLM, ce qui se passera à Bordeaux, ce qui se passera à Toulouse, à Lille, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, c'est-à-dire dans ces grandes villes françaises, à Grenoble, ça nous donnera une idée de ce qui peut se passer un an après. Hein. Et les partis vont pouvoir envoyer quelques signaux. Quels sont les signaux auxquels ils vont être sensibles? Le RN va être sensible à sa capacité à prendre ou non des grandes villes. Et pour eux, ça sera ou bien un handicap s'ils n'en prennent pas, ou bien ça sera un booster pour la présidentielle. Et les filles va essayer de montrer que c'est une puissance qui, à gauche, peut peser. Il y a une interrogation. Est-ce que LFI, c'est vraiment de l'extrême gauche, ou est-ce qu'ils sont encore une des composantes importantes de la gauche française? Et là, donc, il y aura une réponse. Et derrière, la capacité ou non de Jean-Luc Mélenchon à être un candidat crédible de la gauche à la prochaine élection présidentielle. Et puis pour les autres partis, et essentiellement les Républicains, est-ce que la droite française, qui est une réalité au plan local, peut redevenir une réalité au plan national, peut peser dans la prochaine élection présidentielle? Et là, s'ils défendent bien leur ville, s'ils prennent des villes importantes comme Lyon, voilà, ils pourront envoyer un signal. Attention, le retour de la droite est possible. Et si Madame Dati est Voilà, élue bien sûr. aussi. Même chose pour la gauche. Si le PS résiste bien, prend éventuellement, résiste bien à Marseille, résiste bien à Paris, ah là, ils pourront dire, vous voyez, il faut encore compter avec nous. En revanche, pour le dernier parti qui reste important, c'est-à-dire les formations derrière le président, là, ça sera très difficile pour lui, parce qu'on ne pourra pas tirer de conséquences. Les macronistes en tant que tels ne sont véritablement pas présents dans cette élection municipale. Et donc on ne pourra pas tirer de conséquences sur l'avenir de la Macronie, sachant que pour la présidentielle, il y a tout de même des candidats qui sont issus de la Macronie. Il y a en particulier l'ancien Premier ministre, M. Gabriel Attal, Oui. qui aimerait bien être l'héritier d'Emmanuel Macron, mais ça ne sera pas facile. D'habitude, les élections, si vous voulez, en France, et particulièrement les élections locales, ne se passent pas dans un contexte de guerre. La France était habituée depuis des décennies à tenir ces grandes élections, qu'elles soient locales ou nationales, dans un contexte de paix. Là, il y a eu d'abord le choc, en effet, de ce qui se passe en Ukraine et continue de se passer en Ukraine, avec des préoccupations de plus en plus profondes, on le voit dans l'opinion, quant à l'attitude de la Russie. L'attitude très agressive de la Russie, le nombre de morts impressionnant tout de même, après ces années de guerre en Ukraine, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, inquiète beaucoup les Français, parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'au fond, le prochain ennemi des Russes, ça ne sera pas un pays de l'Union européenne? Et à ce moment-là, la France sera obligée d'intervenir. Il y a beaucoup de discussions, la France étant dans l'Union européenne le seul pays à disposer de la force de frappe atomique, il y a beaucoup de discussions sur l'usage éventuel de la force de frappe atomique française dans le cadre d'un conflit où un pays de l'Union européenne, imaginez la Roumanie, imaginez un des pays baltes, imaginez la Pologne, si ces pays étaient véritablement agressés par les Russes, que fait-on? Et donc là, il y a une inquiétude qui est extrêmement profonde. Et puis il y a les guerres, La guerre du... bien sûr, il y a les guerres plus lointaines, mais qui affectent beaucoup, d'abord, l'économie française, la vie quotidienne des Français, et puis qui créent une atmosphère où on a l'impression que le monde entier est en guerre.
avec là aussi des inquiétudes sur les attitudes des puissants, et en particulier de l'homme qui dirige la puissance américaine, à savoir Donald Trump. Les Français sont extrêmement désarçonnés de l'attitude du président américain dans sa gestion de la guerre. Un jour, il va en guerre, le lendemain, il dit que la guerre est finie, les gens n'y comprennent rien. Et puis là, ils se rendent compte que la guerre en Iran, ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé à Gaza, tout ça crée un environnement de tous les dangers. Et donc, l'inquiétude, et il faut parler cru, les peurs des Français n'ont jamais été aussi élevées. Et une grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la peur fait en matière politique ? Vous voyez ? Et là, on n'a pas une réponse automatique. Parce que la peur, ça peut vous donner l'idée qu'il faut se rassembler derrière quelqu'un de très fiable, de très solide, j'allais dire un général de Gaulle contemporain. On n'a pas ça en magasin pour l'instant, mais au fond, il y a des Français qui rêvent du retour d'un homme providentiel, solide, pouvant affronter ces grands défis géopolitiques. Et puis il y a aussi une seconde réaction de la peur, c'est la colère. La colère, et là, c'est plutôt une opinion qui se retournerait vers des leaders protestataires, vers des gens qui expriment sans arrêt la colère. C'est au fond un espace politique pour ce qu'on appelle les populistes. Et on voit comment dans le monde aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de populistes, bien sûr. Le président Trump, mais pensons au président argentin, M. Miliel, voilà. Donc il y a plein de leaders populistes, jusqu'au cœur de l'Europe. M. Orban, qui dirige la Hongrie, a bien cette sensibilité-là aussi. Donc, si vous voulez, la guerre a des effets directs, bien sûr, mais elle a des effets indirects politiques, et on aimerait se rassurer en France en disant que lors de la prochaine présidentielle, on choisira un homme ou une femme capable d'affronter les grands enjeux avec la sérénité, le calme et la détermination suffisante. Mais aussi, on peut avoir une autre issue, c'est-à-dire des Français qui choisissent la protestation populiste. Oui, mais puis un an avant, rien n'est clair sur les candidats, rien n'est clair. Non. Si vous voulez, là, pour l'instant, vous avez énormément de gens qui se disent « pourquoi pas moi ?» Donc, on a une dizaine de candidats, au moins. Enfin, c'est absolument... mais c'est pas raisonnable. Mais on n'a aucun candidat qui s'impose, si ce n'est dans les sondages d'opinion. Le jeune président du Rassemblement national, M. Jordan Bardella, mais dont beaucoup de Français commencent à s'interroger sur sa capacité à être à la hauteur des défis que connaît la France. C'est un tout jeune homme, il n'a aucune expérience professionnelle, c'est un apparatchik, donc je crains pour lui que dans la campagne, ça soit extrêmement difficile. Or, une campagne d'élection présidentielle, c'est long, extrêmement difficile, et il faut faire la preuve de son talent. Est-ce qu'il pourra répondre à ces trois défis ? Je crains que ça soit difficile pour lui. Eh bien, Pascal Perrineau, je vous remercie pour cet éclairage. C'était très intéressant. Merci à vous.